Ok, donc nous voilà à l'atelier. On va commencer du coup le démontage. Alors pour commencer le démontage, on va faire quelques petits repères comme j'ai l'habitude pour savoir où sont branchées les choses. Fil bleu, j'ai un marqueur bleu, donc du coup, hop, un petit coup de bleu juste sur la pointe ici, ça suffit pour savoir que vous branchez le bleu là où c'est bleu. Et après, pour le repère de la résistance, on va faire pareil. On a ici, on a cette tige métallique là qui va sur cette vis là. Donc du coup, je mets un coup de bleu là et un point bleu là. Comme ça, je sais que c'est dans ce trou là que je vais remettre la tâche. Ça m'évite d'avoir à tout retenir ou tout marquer. Et ensuite, il nous reste quoi? Ah oui, on doit visualiser. Donc là, on a les fils de sonde. Les écrous ici. Comment j'avais fait la dernière fois? Ah si, c'est ça que j'avais fait. Donc là, on va faire pareil. On va marquer, donc là sur la pointe, on va mettre un peu de bleu. Et ici, parce que ça, la tige qu'on voit sortir, c'est quelque chose qui est sur le chauffe-eau, qui reste sur le chauffe-eau quand on démonte. Et donc là, on va mettre un coup de bleu ici, pour faire un repère, pour dire que bleu, bleu, c'est par ici. De toute façon, au pire, j'ai mon attache là, qui va me permettre de faire un repère. Allez, donc ça c'est la première chose. Après, on va essayer du coup. Donc là, il faut désolidariser les sondes. Donc là, donc ce câble-là, c'est le câble du panneau avant. Là, je ne sais pas si vous voyez. Hop, donc le câble là, c'est le panneau de la façade ici. Ensuite, j'ai les deux fils là, c'est la résistance. Ça, c'est mon alimentation générale. Ici, cette pièce-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est un interrupteur thermique de sécurité. Donc, si elle surchauffe, on entendrait un petit clic et ça couperait l'arrivée électrique du chauffe-eau. C'est pour protéger. Donc, ici, on va essayer de défaire ça. Sont tout abîmés. Voilà, donc premier truc enlevé. J'ai pas besoin de démonter la carte électronique ici, parce que le seul élément que je dois démonter, c'est ça. Alors la sonde thermique, elle est reliée à quoi? Ah ben on voit, donc là on a un fil donc, qui va de là à ici. Donc je pense que ici, je sens c'est un fil rigide, ça doit fonctionner ça fonctionne par conductivité thermique. Donc ce fil-là chauffe, transmet sa chaleur ici, et en fonction de la température, ça déclenche ou pas la sécurité. Alors, on va dévisser ça. C'est du combien? Est-ce que ce serait du 8? Oui, c'est du 8. Alors, c'est parfait. On démonte ça. Tac. Alors, pour info, je n'ai pas démonté ça parce que il a été monté sur filasse. Et j'ai pas envie de me refaire les joints filasse. Là, ils sont bien faits, ça fonctionne bien. En plus, ils sont orientés exactement comme il faut pour mes raccords qui sont en place. Donc comme précédemment, comme pour la vis de terre qui est là, je démonte mon écrou, j'enlève ma platine et je remets l'écrou. Comme ça, on ne perd pas les pièces. C'est pas compliqué. C'est tout bête. Mais quand on commence à démonter, à tout foutre à droite à gauche, à la fin, soit il nous reste des pièces et on ne sait pas où elles allaient. Voilà, ça c'est remonté. Donc ça c'est débranché. Donc là il nous reste à retirer donc la sonde de sécurité. Est-ce que je pourrais la retirer sans avoir à démonter le truc? Oui, je peux la retirer comme ça. Donc vous voyez, ça c'est la sonde pour l'interrupteur de sécurité. On voit c'est juste un fil de cuivre qui va permettre de créer une conductivité thermique. Je pense que là il peut monter jusqu'à 60 degrés, voire un peu plus. S'il venait à dépasser les 60 degrés, lui chaufferait en conséquence. Et comme je l'ai dit avant, et je vais me répéter, ça déclencherait l'interrupteur de sécurité. Alors du coup, comme c'est du fil de cuivre, ne le tordez pas et le détordez pas dans tous les sens, parce qu'au bout d'un moment, il va casser, et du coup, vous allez niquer votre sonde pour rien, alors qu'elle fonctionne très bien. On a quoi? Ça, la sonde de température. Donc ça, c'est ce qui permet, dans l'application Cozy Touch, de vous faire une remontée de température, et aussi pour lui de savoir à quelle température il se trouve.
Donc là, on la met de côté. On ne l'abîme pas. Il nous reste, donc là, on va d'abord sortir la résistance. Donc là, il nous faut un Torx. Et si je dis pas de bêtises, je mets où mes Torx. Hop, c'est là. Donc, clé Torx, on prend la numéro 20. Hop. Et si tout va bien, c'est la même que l'autre. Ouais, hop, et voilà. Donc là, pareil, on dévisse entièrement. Ok, on enlève le petit crochet. On remet la vis pour pas la perdre. Tac, et si vous voulez, on peut même aller, comme on a fait du bleu, on met du bleu sur la vis ici, on met du bleu là, et comme ça on sait que c'est celle qui va aller ici. J'aime bien démonter et remettre exactement comme c'était d'usine. Je ne sais pas si il y a un intérêt grave ou pas grave, mais je préfère quand c'est fait comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire. Hop, on a fait ça. Donc là, on va desserrer les écrous. Ce que je fais avant de desserrer les écrous, c'est que je teste la force de serrage avec une clé dynamométrique. Si vous en avez une, naturellement. Si vous n'en avez pas, vous le ferez à la main et vous serrez de serrer à peu près pareil tous vos écrous. Là, c'est pour, j'en ai une, donc du coup, je peux le faire. Je vais serrer jusqu'à entendre le clic. Ah, là, ça n'a pas cliqué. Alors, du coup, ça veut dire que c'est... Donc du coup, quand c'est comme ça, hop, on desserre. Hop. Bon, alors, réglage fait, sur la clé, ça indique 10,8, si je dis pas de bêtises. 10,8 Nm, quasiment 11 hein, au final. Donc je pense que si je serre un petit peu plus, ça n'a pas trop d'importance. Le but, c'est que en dessous, là, c'est un joint lèvre. Et donc, c'est de pas l'écraser non plus comme un bourrin. Ok, donc ma clédine est réglée. Donc là, ce qu'on va faire, comme on a desserré la petite attache, la résistance, elle tient que par cette petite attache hein, que je vous ai montré là. Ça tient que par ça. Donc du coup, après, voilà, on la sort. Et voilà, on a la résistance. Alors, vous pouvez la toucher, il n'y a pas de problème. Évitez juste de mettre vos doigts sur les petits ressorts, mais les parties marron, là, c'est une sorte, c'est de l'isolant, donc du coup, normalement, il n'y a pas trop de problème. C'est juste éviter de mettre peut-être des saloperies au moment où là où vous l'entreposez, parce que quand vous allez rallumer, ces petits ressorts-là, là, c'est eux qui chauffent. Donc du coup, s'il y a des saloperies, de la poussière ou des choses à l'intérieur, ça risque de chauffer et de sentir le cramer au niveau du chauffe-eau. Vous n'allez pas savoir pourquoi, et c'est juste parce que vous avez une poussière qui est venue s'intercaler. Donc faites attention à ça, pour que au remontage, ça se passe bien, et surtout au démarrage. Donc voilà, donc ici, on a une résistance de donc 230 volts, 2400 watts pour le Malicio 3 120 litres. Ok pour ça, donc moi, hop, je pose ça là. Là. Et on va du coup démonter ça. Alors, pour le démontage, pas besoin de la clé dynamométrique. La clé dynamométrique, c'est juste pour le serrage. Utilisez une clé normale pour pouvoir desserrer. Alors, n'hésitez pas à desserrer progressivement chacun. Oula. J'ai un coup de pied dans la caméra. Tac. N'hésitez pas, donc, je dis à desserrer progressivement. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire de faire un desserrage en croix, mais du coup, je desserre. Hop. Avec alors voilà, on a desserré tous les écrous. Du coup, vous allez me dire, j'ai pas marqué les écrous pour les remettre exactement au même endroit. Bon, ça c'est tous les mêmes écrous, je m'emmerde pas, le filetage c'est le même partout. Je marque que ce qui est important de remettre, selon moi, à sa place. Après, c'est subjectif, hein, forcément. Au final, vous faites comme vous voulez.
Allez, on retire ce truc-là. Alors, attention les vélos. Oui, les calcaires. Ouais, bah voilà. Tac. Est-ce que j'ai un seau quelque part? Attendez, j'ai même pas de seau. J'ai même pas de seau pour vider ça. Donc là, ça c'est bon. J'ai un seau. Tac. Donc là, on voit qu'il y a du calcaire sur du coup tout le tubage. Donc là, l'objectif, ça va être de gratter tout ça au maximum pour décrocher tout ce qui est possible de décrocher. Il y a des parties où vous n'y arriverez pas, tout simplement parce que c'est bien accroché, c'est collé. C'est pas grave en soi. Le but, c'est d'en enlever le maximum. Surtout, ne passez pas quelque chose d'abrasif sur ce tube-là, puisque vous le rendriez encore plus adhérent, on va dire, pour le calcaire à venir. Oh bordel, comment je fais des bêtises. Donc du coup, surtout, utilisez quelque chose qui est pas du tout abrasif et qui ne va pas rayer le tube. Il faut éviter de faire des rayures, il faut le laisser au maximum dans son état. Donc utilisez peut-être un morceau de bois tendre ou un truc en plastique, genre une vieille carte bleue ou un truc comme ça, je pense que ça marche. Pour gratter, mais pas de spatule en acier ni quoi que ce soit, au risque de rayer ça et de le rendre encore plus adhérent pour le calcaire. Là, le calcaire, on voit, c'est les paillettes, c'est collé, mais pas trop, on va pouvoir le décoller facilement. Donc voilà, et 2 fois. Donc là, ici, on voit au bout la note sacrificielle. Donc là, elle est encore bien humide. Et on voit qu'il y a du calcaire dessus. Donc pareil, on va gratter un peu le calcaire, mais faut pas forcer. Parce que son but, de toute façon, c'est justement d'attirer tous les minéraux qui ont tendance à corroder les cuves. Donc ça, c'est exprès pour éviter que vos cuves soient corrodées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les trucs, les gros trucs en surface ici, vite fait avec une carte bleue ou un truc en plastique, mais vraiment un truc très très doux parce que ça, c'est du magnésium, si je dis pas de bêtises, et c'est tendre. Si vous le grattez avec un truc en acier ou quoi que ce soit, vous allez creuser dedans directement, et au lieu qu'elle soit usée du coup par le calcaire qui se trouve dans l'eau et de protéger votre cuve, c'est vous qui l'avez usé prématurément. Donc voilà. Alors ça, on va mettre ça là. Ouais, on va mettre ça là, on va mettre ça là, on va mettre ça là comme ça. Tac. Attention, ne pas la faire tomber pour éviter de la tordre. Donc là, on va regarder un peu dedans. Une petite lampe. Tac. Allez, je vais décrocher du support. On est comment? Là. Et voilà. Allez. Donc là, alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Donc ça, ah oui, c'est pas la bonne, ouais, c'est ça. On donne la lumière. Ah, ça fait la netteté? Non, ça fait pas la netteté. Tac. Ah, voilà. Donc là, on voit le calcaire qui se trouve au fond, avec un fond d'eau, parce que comme d'habitude, vous ne viderez jamais totalement l'eau de votre chauffe-eau par la purge, comme j'ai fait pour le vidanger. Parce que tout simplement, vous avez des petites tiges, je sais pas si on va... Je sais pas si on va la voir ici. Non, le chauffe-eau, ça va être trop loin. Bref, c'est pas bien grave. On voit là, alors vous voyez le tube là, ici là. Donc ce petit tuyau là que vous voyez qui va jusqu'en haut de la cuve, parce que là ce que vous voyez en bas, forcément c'est le haut de la cuve puisqu'il est à l'envers. Ça c'est la sortie d'eau chaude. L'eau chaude sort toujours en haut du chauffe-eau. Donc voilà. Allez, donc je vais vous passer l'étape où je vide et j'enlève tout le calcaire et on se retrouve une fois que tout est nettoyé. Ok, donc nous revoilà, on a nettoyé du coup la cuve. Donc ici, la cuve est propre. On l'a débarrassée de toutes les paillettes de calcaire. Donc les paillettes de calcaire sont là. Donc on a à peu près, on a quelques poignées de calcaire. Donc ça c'est ce qu'on retrouve dans le fond de la cuve.
Donc là, j'ai rincé la cuve et je l'ai débarrassé de tout ce que je pouvais. Alors, on est d'accord, on va pas pouvoir on fait pas un nettoyage pour la remettre à neuve. On enlève autant qu'on peut en enlever. C'est le principe du détartrage, c'est qu'il en restera toujours un peu de résidus qu'on n'arrivera pas à enlever. Bref, on fait ce qu'on peut. Ensuite, ici, on a le tube. Donc là, j'ai frotté le tube là. On voit, il y a encore des résidus sur le tube, mais je force pas à essayer de les enlever, à gratter comme un fou, parce que je risque d'abîmer le tube et de le rendre beaucoup plus adhérent aux futurs calcaires qui pourraient se présenter. Donc, c'est en tout cas l'avis que j'en ai et l'hypothèse que j'émets. Donc je force pas le truc, je préfère qu'il reste encore un peu de calcaire, mais éviter d'abîmer la partie là. On voit, il y a une sorte, je pense que c'est un vernis ou une peinture, un truc dessus, c'est pas anti-adhésif, mais en tout cas on sent que c'est lisse, donc je pense que ça n'a pas une très grosse accroche. Bref. Donc voilà, moi c'est nettoyé comme ça. Si vous voulez faire autrement, vous pouvez. Hein. Chacun fait comme il veut. Ensuite, ici, on a l'anode. Donc l'anode sacrificielle. Ici, je l'ai mesuré en longueur totale, là, de la base jusqu'en haut. Elle fait 18,6 cm. Donc si vous avez besoin de racheter une anode, je pense que si vous rachetez une anode originale, ça devrait faire aux alentours de 18,6 cm en boutique, soit en ligne, soit en magasin, si vous allez en magasin physique. Le pas de vis ici, je ne sais pas. Je ne le connais pas, ça doit être indiqué certainement dans la documentation des pièces détachées de Thermor, ou Atlantique d'ailleurs, parce que finalement, nous, c'est le Thermor Malicio 3, et si je dis pas de bêtises, Atlantique vend le même sous son nom à lui, je crois que c'est Linéo ou un truc dans le genre, bref, vous ferez une recherche. Mais en tout cas, ceux qui ont un Atlantique qui ressemble à ça, je pense que si on les démonte tous les deux, c'est exactement les mêmes, il n'y a que le nom qui change. Donc voilà, je dirais que là, au niveau du pas de vis, je miserais entre un pas de vis de type M10 ou M8. Ça doit être forcément un des deux. Lequel, je ne sais pas. Pour le savoir, il faudrait que je dévisse. Pour le dévisser, il faudrait que je chope avec la pince. Le magnésium étant un peu tendre, je risquerais de l'abîmer plus qu'il ne l'est déjà. Bref, voilà. Là, on peut voir sur mon anode, donc elle a déjà été un peu rongée, on voit quelques petits cratères ici, mais rien d'anormal, c'est tout à fait normal. J'ai mesuré le diamètre, ça c'est ce qu'il faut regarder, parce que la documentation, encore une fois, du chauffe-eau indique un diamètre minimum. Au-delà de ce diamètre, il faut changer l'anode. Je crois que si je dis pas de bêtises, encore une fois, j'ai pas revérifié en fait, j'ai pas revérifié la notice, mais je crois de tête que c'est 10 mm. Donc, on a ici un diamètre avec résidus. Je tiens à le préciser, j'ai mesuré parce que je peux pas enlever tous les résidus. J'ai entre 2,6 et 2,7. J'ai pas une très grosse couche, je vais enlever 1 mm, donc je pense que j'ai un diamètre entre 2,5 et 2,6 pour l'anode. Voilà, donc du coup, je suis large en termes d'usure, il n'y a pas besoin de changer, tout est bon. Alors, j'ai vérifié un autre élément, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter une anode de la marque du constructeur, donc que ce soit Thermor, Atlantique ou Sauter, puisque c'est le même groupe. On peut aussi acheter des anodes en magnésium qui sont compatibles, puisque finalement du magnésium, je ne sais pas s'il y a différentes qualités, mais ça me semble être du magnésium, hein, faut pas non plus chercher midi à 14h. Seul truc qu'il faut faire attention, c'est simplement le pas de vis ici et la longueur. Alors la longueur, j'ai mesuré la profondeur de la cuve. La profondeur de la cuve fait 89,5 cm du point le plus profond jusqu'à la paroi intérieure ici, cette face-là. Donc ça veut dire que ici, là, il restait 26 cm. Donc on va arrondir. Au total, si on voulait mettre une anode qui va jusqu'au fond de la cuve, ou au haut de la cuve, puisque quand elle est posée, le chauffe-eau, le bas correspond au haut, on pourrait monter jusqu'à 44 cm. On est d'accord, on ne va jamais mettre une anode en magnésium de 44 cm. Mais disons que si vous trouvez une anode en magnésium avec le bon pas de vis, et qui fait 20 cm, par exemple, au lieu de 18, ça passe.
Il n'y a pas de problème, ça passe. Donc du coup, faut en tenir compte. Par contre, plus petit, je pense que du coup, forcément, ça s'utilise. Alors, je ne sais pas si mettre plus petit ou plus grand, ça change quelque chose. Je pars du principe que si c'est plus petit, ça va certainement plus s'user plus vite. Si vous mettez plus grand, comme il y a plus de matière, ça devrait durer plus longtemps. J'imagine que le prix devrait être en conséquence. Bref, voilà pour l'info. Donc, pour rappel, pas de vis, M8 ou M10 à vérifier. Longueur réelle 18,6 cm. Qui peut aller à, on peut rajouter facilement, je pense, 10 cm en plus si on trouve une anode qui est un peu plus grande, ça passera. On a une marge de 26 cm entre le haut de l'anode ici là et le haut de la cuve. Donc, alors, je dis bien de paroi à haut. Donc, du coup, il faut quand même se laisser une marge de sécurité avec le montage, tout ça. S'il y a 26 cm, allez, on va laisser, on va dire 20 cm. Vous pouvez rajouter 20 cm au-dessus en longueur d'anode. Bref, voilà. Donc là, nous, on voit que mon anode, elle est usée, mais pas trop. Ouais, excusez-moi. Là, on repère. Donc là, on voit bien qu'il y a du gris. Ça, le gris, c'est le magnésium. C'est la couleur de l'anode d'origine. J'ai une autre couleur. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. C'est une couleur un peu quasiment noire. Je pense que c'est des minéraux. Je ne sais pas. Soit peut-être du fer ou je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Le blanc, bon, c'est du calcaire. Ça, il n'y a pas de doute. Le noir, c'est autre chose. Alors, sur l'autre chauffe-eau que j'avais fait en maintenance, j'avais pas ce noir là. Je pense simplement que c'est dû à l'eau. Sur le chauffe-eau de 80 litres de la précédente vidéo, l'eau qui est utilisée pour le remplir, c'est de l'eau qui vient du réseau d'eau courante, l'eau de ville quoi. Et sur ce chauffe-eau là, l'eau qui le remplit provient de mon forage. J'ai un puits artésien et avec un système de filtration. Mais du coup, je pense que l'eau doit être beaucoup plus minéralisée, je pense. En tout cas, il doit y avoir plus de choses à l'intérieur. D'une part, parce qu'elle est moins traitée ou quasiment pas traitée. J'ai qu'un filtre de 20 microns plus un petit filtre dit anti-calcaire. Mais c'est pas non plus le truc le plus performant du monde. Mais ça suffit largement pour les besoins que je peux en avoir. Ah, mais non, encore. Pardon. Alors, donc voilà. Donc maintenant, on va repasser. Alors pour mesurer le diamètre, hein, puis à coulisse, on regarde, on se met comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Si, donc là, on voit 2,6, 2,7. C'est très bien. D'ailleurs, plus 2,6 que 2,7, si on regarde là. D'ailleurs, je ne suis pas très loin. Ouais, si, c'est ça. Donc vous mesurez ça. Et ça vous donne une idée. Tant qu'on n'arrive pas à 1 cm, tant qu'on est plus loin des 1 cm que l'inverse, eh ben on est bon. Bon, je pense que sur ce sujet-là, on est bon. Pas besoin de rappeler que quand vous nettoyez le chauffe-eau, alors moi je l'ai fait, je le fais à grande eau avec mon tuyau d'arrosage à l'extérieur, tout ça. On ne met pas d'eau ici, parce que là c'est là où va la résistance, c'est là où il y a de l'électricité. Donc on ne met pas d'eau ici, on fait attention. Ou alors, si vous le faites extrêmement bien sécher après. Sinon, je vous garantis pas l'état de la résistance, et vous avez tout qui va sauter. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, je vous avais pas montré, mais bon, on le voit sur l'autre vidéo. C'est exactement les mêmes, les joints à lèvres ici, là, avec la rainure. Donc du coup, pareil, à démonter, à nettoyer, vous enlevez ce que vous pouvez. Ce qui est important, c'est surtout le fond de la rainure, le fond de la rainure et la face extérieure, puisque c'est elle qui est serrée contre la cuve, c'est la face extérieure. Donc si on retrouve du calcaire, comme on peut voir ici, sur cette lèvre-là, c'est normal parce que il y a de l'eau qui peut aller là, vu que c'est cette face-là qui est pressée contre la cuve. Ok, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, on va passer en montage. D'ailleurs, vous n'avez pas vu, mais ici, il y a le circuit électrique. Il est là.
J'ai pas montré comment on le démontait, mais bon, c'est pas bien compliqué, 2 vis. Juste parce que comme je l'ai lavé la cuve, j'ai utilisé le jet d'eau pour la laver, il fallait que j'enlève ça, sinon si ça prend la flotte, je le crame et mon chauffe-eau il est foutu quoi. Bah, il est foutu, il faut que je rachète un circuit électronique, on s'entend. Et ben voilà, et ben c'est parti pour remontage. Alors, est-ce qu'on voit bien ce que je vais faire? On voit bien ce que je vais faire. N'hésitez pas à accélérer la vidéo pour ceux qui ont besoin de voir une autre partie. Parce que là, ça va être un peu plus... Voilà. Je sais, il y en a qui vont dire, normalement, il faut changer le joint. Comme d'habitude, vous regardez comment il est. Est-ce qu'il est souple ou pas? Si il est souple et qu'il n'est pas craquelé, on regarde bien s'il n'est pas craquelé. D'ailleurs, je peux vous montrer, si on va bien voir de près, je vais le renlever. Quand vous le voyez, quand on fait ça là, je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y a pas de craquelure, il n'y a rien. Donc là, vous contrôlez un peu tout le joint et vous vérifiez s'il y a des craquelures ou pas. S'il n'y a pas de craquelure et que le joint est encore souple et que vous arrivez à le manipuler sans qu'il se déchire ou il se passe quoi que ce soit, vous pouvez le réutiliser. Alors, je pense que par sécurité, les plombiers de base le changent. Parce qu'ils ont une garantie, eux, derrière, quand ils font leur travail. Bah, je vais vous dire, si ça fuit chez moi, ma garantie, c'est moi, quoi. Donc, du coup, j'ai quand même démerdé avec moi-même. Bref, allez, la suite. Donc, du coup, on a remis le joint. On vérifie bien que les lèvres, là, elles posent bien. On vérifie bien aussi que quand on a nettoyé, il n'y a pas de résidu de calcaire qui se serait mis à l'emplacement où le joint vient poser, que ce soit sur la face intérieure ou que ce soit sur la face extérieure et sur le bord, de manière à ce qu'on soit sûr que le joint pose bien partout et qu'il va bien faire son rôle pour l'étanchéité. Alors, après, on remet le tube. On vérifie nos marquages. Vous vous souvenez, j'avais marqué d'un point bleu sur cette vis-là. J'ai une marque bleue ici pour dire que c'est ici que je dois me mettre. Donc, on enfile le tube. Comme ça. On repositionne. Voilà, on le remet. Donc ça, c'est fait. On prend tous les écrous. On essaye de ne pas les faire tomber dans le trou. Ce sera plus pratique. Alors, on visse à la main. Pas la peine de serrer fort parce qu'on va devoir serrer de manière équilibrée entre tous les écrous pour avoir un appui à peu près similaire sur tout le pourtour au niveau du joint. Parce que si vous serrez trop fort d'un côté et vous serrez de l'autre et que vous n'arrivez pas à serrer aussi fort, le joint il ne sera pas écrasé de la même manière et il est possible, je dis bien possible, c'est pas obligatoire, que vous ayez une petite fuite qui puisse se créer. Alors, ça se trouve, ce sera une fuite de une goutte tous les je sais pas combien de temps, et ça reste une fuite. Si on peut éviter, c'est mieux, ça évite de réintervenir une deuxième fois. Donc, autant bien faire le travail dès le début. Voilà, donc là, je les ai serrés à la main. Ils sont tous contre la paroi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise une clé dynamométrique. On est d'accord qu'elle n'est pas du tout, elle n'est pas très précise, pour la simple et bonne raison que, si de souvenir, le chauffe-eau de 80 litres, quand j'ai vérifié la tension de serrage, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, bref, j'étais monté jusqu'à 14 Nm. Et là, je suis monté à 11 Nm. Donc du coup, en usine, je pense que ils doivent serrer ça, je ne sais pas comment, mais c'est pas pareil. Alors, soit c'est que c'est serré différemment, soit parce que c'est un autre modèle de chauffe-eau, mais bon, je vois pas pourquoi. C'est exactement les mêmes tubes, c'est les mêmes joints, c'est les mêmes tailles, le même diamètre partout. Ils doivent pas se compliquer la vie, donc je pense que c'est juste comme ça, c'est qu'ils serrent en usine, c'est serré pas forcément à la même force de serrage tout le temps. Peut-être que... bref. Donc moi, là, sur le coup, j'ai vérifié sur celui-là. Donc je sais que mon 80 litres, c'était 14.
Là, on est à 11 Nm. Donc après, à voir si vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous le faites à l'œil. Donc vous serrez un peu tous vos écrous. Vous essayez de ressentir la force. Pas la peine, ne prenez pas à pleine main, vous prenez vos clés, même si vous avez une clé à cliquer normale, vous prenez les clés du bout des doigts, comme ça vous évitera de forcer trop. Et on essaye de faire un serrage en croix pour serrer à peu près pareil partout. Ouais, bon, c'est bon. Tac. Bon, hein, on va pas vérifier non plus 307 fois. Voilà. Oups là. Putain de bordel de merde. Désolé. J'ai failli tomber. À défaut de m'éclabousser dans les autres vidéos, je me casse la gueule. Allez, donc là on va remettre la résistance. Alors on va se remettre dans ce sens-là. Tac. Résistance, hop. Dans le tube. On se met comme ça. Donc j'avais fait un repère vis bleu, point bleu et crochet bleu. Donc le crochet va dans le gros trou qui est là. Est-ce que il est possible qu'il soit monté, parce que je pense que les mecs à l'usine, je ne sais pas s'ils mettent toujours dans le même trou, vu qu'il y en a plein des trous, je pense que ça se trouve ça passe dans les autres. Ouais, bon, après il faut encore que le crochet y aille. Mais bon, on va monter exactement de la même manière. Comme ça au moins on essaye. Donc là, hop, on se positionne en face du trou, on prend. Donc pour rappel, c'est du Torx numéro 20 pour les deux petites vis qui sont sur ce truc là, sur le tube. Bon, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais je vais l'appeler le tube. Ça sera déjà pas mal. Hop, ça c'est fait. Donc pareil, pas besoin de serrer non plus comme un sauvage. Il n'y a pas de vibration ni quoi que ce soit. On remet, donc là on a le circuit électrique qui va dans ce sens-là. Lui il est en haut. C'est des vis de type cruciforme. On va y arriver. Alors on évite de mettre ses doigts sur le circuit électronique et de le dégueulasser. Voire même au risque de déposer de la matière qui pourrait être conductrice et créer des courts-circuits. Hop, pareil, pas de vibration, donc pas besoin de serrer ça comme un sauvage. On rebranche, donc là, ça c'est mon alimentation générale. Hop, voilà, on rebranche ça, ça c'est fait, on vérifie ici, tout est bien clipsé. Parfait, donc là on doit remettre dans le tube la sonde de sécurité qui permet de faire la coupure générale du chauffe-eau en cas de surchauffe. Et là on remet la sonde du coup pour la partie électronique qui permet de surveiller au quotidien la température du chauffe-eau. Donc on la met en premier parce qu'elle est souple. Si vous la mettez en deuxième, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc vous mettez d'abord celle-là et ensuite vous venez glisser ça, parce que ça c'est juste un fil de cuivre. Pareil, vous trifouillez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais trifouillez pas le fil de cuivre n'importe comment tout le temps, parce que c'est raide et au bout d'un moment le cuivre, à force d'être manipulé, tordu dans tous les sens, il risque de céder. Ok, donc là on a ça, c'est bon. On rebranche la partie électrique. Donc on va commencer par la sonde. Donc là, ce câble-là, ça c'est qui va ici, c'est le câble donc de la façade qui permet en fait de pouvoir utiliser les boutons et contrôler un tant soit peu son chauffe-eau. On va passer en dessous des câbles d'alimentation. Donc il y a des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a 3 contacts à chaque fois, mais la taille des deux connecteurs entre la sonde thermique et la façade ne sont pas les mêmes. Celui-là, il est plus petit et celui-là, il est plus large. Allez, on enfile ça.
faire encore une vidéo trop longue, ces conneries, je fais que de babasser. Ok, hop, ça c'est bon, on enfonce un peu plus, comme ça on est sûr que c'est bloqué. Voilà, donc là, ça c'est bon, ça bouge plus, ça bouge plus. Il nous reste à rebrancher donc ça. Donc on dévisse les deux écrous, c'est la résistance, pas compliqué pour rappel. On fait un petit marquage avant de démonter. Moi je fais un marquage bleu pour le fil bleu. Je sais que le fil bleu il vient forcément ici, donc forcément le suivant qui n'est pas marqué c'est le fil rouge. Alors là, on visse à la main et après, on va venir serrer. Hop, on tient l'écosse. Alors, il est où? C'est lui. Il est où, Kiki? Bon, là, pour ça, pas besoin de la clé dynamométrique. J'ai pas de joint, c'est juste pour faire contact. Donc, on serre. Tac, dès que c'est dur, cherchez pas, hein, le contact il va bien se faire. On est encore une fois sur du matériel qui ne vibre pas normalement, ou très très peu. Si ça vibre, c'est peut-être juste à cause des tuyaux d'eau ou des choses comme ça, mais bon, vu le poids 120 litres rempli, ça bouge pas. Ben voilà, donc montage terminé. Maintenant on va passer à la suite. On va retourner poser le chauffe-eau, le reconnecter eau chaude, eau froide et vase d'expansion ici. Et voilà. Allez, c'est parti, on y va. On se retrouve juste après avoir reposé le chauffe-eau.